Tout d'abord, les grandes étapes de cette logique compétence telles que je les ai vécues, moi. En ce qui me concerne, la première date pour moi, ça a été 1990, l'accord à Cap 2000 d'Usinor. Il y avait des chances qu'on ait mis Francis Meyer pour fermer la sidérurgie française. Il en a fait avec cet accord la première du monde. Et cet accord, qu'est-ce qu'il disait? En gros, il disait que l'entreprise avait comme objectif de développer le potentiel de chacun de ses salariés, que ce potentiel nouveau devait être validé, qu'il devait être, puisqu'il était validé, rémunéré, mais pour qu'il soit rémunéré, il fallait l'utiliser. Et pour l'utiliser, il fallait changer l'organisation du travail. Et il y avait à ce moment-là un parallèle qui était fait entre le potentiel de chacun et l'organisation du travail. Et c'était quelque part la dénonciation de la logique de poste, de la logique taylorienne, qui enfermait quelqu'un dans une définition de poste et qui l'empêchait d'évoluer. Nous avons eu ensuite la logique compétence du MEDEF. À l'époque, j'y sévissais, c'était, grâce à Usinor, c'était 96. Il y a eu les événements de Deauville en 98, je rappelle, 3500 personnes pendant 3 jours, 40 nationalités. Et sur le site de la Fondation Condorcet, vous avez les attendus de ces 3 journées, dont certains volumes sont encore tout à fait d'actualité. Vous pouvez vous y référer. Ensuite, il y a eu, et c'est passé de manière très discrète en France, j'y ai participé à ce moment-là, c'était au niveau du dialogue social européen. Il y a eu un accord, le seul, qui a été signé, dont le titre c'était « Le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie » et qui distinguait les mots compétences et qualifications, on va y revenir. Mais c'était un élément assez fondateur parce qu'on changeait apprentissage tout au long de la vie par les mots développement des compétences et des qualifications. On y reviendra. Et puis il y a eu ensuite, mais de manière extrêmement modeste, Francis l'a rappelé, il y a eu la création de la Fondation Condorcet en 2008, mais qui était dans le prolongement de tout cela. Alors, il m'a paru nécessaire qu'on se remette d'accord, parce que le jour où j'ai fait ça, j'ai appris des tas de choses, qu'on se remette d'accord sur les définitions des mots. Je me rappelle, c'était un des grands intérêts d'être au MEDEF, que quand on a lancé cette affaire en 1996, j'ai réuni les 30 chercheurs, écrivains, experts sur ce thème-là. Et je leur ai demandé à l'époque, vous pourriez m'écrire chacun votre définition de la compétence et de la qualification. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, j'ai découvert une tour de Babel. On le ferait aujourd'hui, je ne serais pas loin de penser la même chose. C'est-à-dire que on est des experts, on sait de quoi on parle, mais on ne parle pas de la même chose. Et en plus, je vois bien ce qui s'est passé depuis quelques années. On revient à nos démons, c'est-à-dire chacun a sa propre définition. Et on a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur cette définition. Comme si le monde des ressources humaines préférait le flou au précis. Alors, revenons là-dessus. Et c'est le tableau que vous avez devant vous. En fait, un individu, ce n'est pas une ressource. Il développe des ressources. Et il développe ce que l'on peut rapidement cataloguer en savoir, savoir-faire, comportement professionnel. J'ai enlevé le mot savoir-être depuis que quelqu'un m'a dit « Monsieur Dumont, c'est quoi ne pas savoir-être » Et là, j'étais embêté et j'ai remplacé depuis ce mot par comportement professionnel. Et ce qui évitait, avec les syndicats, toute ambiguïté. Ils préféraient de loin ce mot. Donc un individu, il acquiert par sa vie personnelle, sa vie familiale, sa vie associative, l'école, ses expériences, il acquiert des savoirs, des savoir-faire, des comportements professionnels. Et cela lui appartient. Et il y a des mesures de ça. Et les mesures de ça, c'est en France beaucoup le diplôme,
Et dans d'autres pays, c'est beaucoup la qualification. Mais la qualification, c'est quoi? Professionnelle, s'entend. C'est ce qu'une branche a décidé de considérer comme minimum pour faire un métier donné. Et donc, une qualification est transférable d'une entreprise à une autre. Et elle est attachée à l'individu. Donc cette notion de qualification, je voudrais vous donner un exemple, parce qu'on est très loin de l'exemple français. J'ai été visiter le système de qualification des Pays-Bas. Eh bien, aux Pays-Bas, les partenaires sociaux ont confié à des agences publiques, à des agences, le soin de qualifier et se présentent à ces agences soit des gens qui sont en formation initiale, par exemple un BEP de charpentier, soit des gens qui ont acquis ces ressources par la formation permanente dans leur entreprise, soit des gens qui ont construit leur maison pendant qu'ils étaient au chômage et qui étaient capables de montrer leur réalisation à un jury. Et aux Pays-Bas, quelle que soit la façon dont on a acquis cette qualification professionnelle, elle a la même validation. Rappelez-vous ce qui se passe dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience ou d'autres choses de ce genre. On a énormément de difficultés à faire reconnaître que ce qui est acquis par l'expérience a la même valeur que ce qui est acquis par l'école. Et c'est un des obstacles de cette validation des acquis. Donc, par exemple, là, on a considéré que ce qu'on mesurait, ce n'était pas le dispositif qui avait permis d'acquérir cette qualification, c'était la qualification elle-même. Et ce qui donnait une chance tout au long de la vie à avoir la même qualification. Mais maintenant, voyons le passage dans l'entreprise. Et le passage dans l'entreprise, eh bien, à ce moment-là, on rentre dans le champ de la compétence professionnelle proprement dite. Et la compétence professionnelle, je peux vous assurer que le jour où je me suis aperçu de ça, vraiment là, c'était une grande découverte, c'est que la compétence professionnelle, elle dépend bien sûr des ressources qu'amène l'individu, mais elle dépend tout autant de l'environnement, et le directeur de l'INSEP en parlait, qu'amène l'entreprise. Alors j'ai cité quelques exemples. Un des exemples majeurs, c'est l'organisation du travail, c'est la politique de formation professionnelle dans l'entreprise, c'est la politique de rémunération, c'est le mode de management, c'est le mode de reconnaissance des compétences professionnelles dans l'entreprise. Mais vous voyez bien que par ce schéma-là, qui n'a été contesté par personne quand on l'a mis en place, bien au contraire, prouve que la compétence professionnelle, c'est une co-responsabilité. Trop de chefs d'entreprise disent, en gros, il est incompétent. Elles oublient de dire, nous avons été incompétents. Et donc, réaliser, si vous voulez, que les modes de management et d'organisation sont aussi importants que ce qu'amène l'individu dans l'apparition de la compétence professionnelle est un élément essentiel. Et si on n'est pas d'accord là-dessus, on est d'accord sur rien. Alors, à partir de là, ça implique que la compétence professionnelle devienne un outil de gestion essentiel dans l'entreprise. Et que donc il faut l'identifier et il faut la gérer. Et moi je sais que j'ai toujours été, non pas hostile, mais dubitatif sur la GPEC. La GPEC, si vous voulez, est très souvent un répertoire des compétences repérées, mais un répertoire défini par ailleurs, par un cabinet conseil, par le DRH, alors que j'ai visité des entreprises où la compétence professionnelle était identifiée par les salariés eux-mêmes, aidés bien sûr, mais ce qui prouvait qu'à ce moment-là, c'était bien leur chose et pas la chose de quelqu'un d'autre. Puis la deuxième chose, c'est que on a fait des armoires de référentiels de compétences, vous le savez. Et une fois que ces armoires de référentiels seront pleines, on ne les rouvre plus. Il faut donc que ce soit un outil simple, un outil créé par les salariés eux-mêmes et un outil que l'on fait vivre. Et là, dans une entreprise que j'ai visitée, j'ai entendu, parmi les plus belles phrases que j'ai entendues dans ce champ-là de ma vie, il faut
qu'une entreprise apprenne à faire vivre sa carte des compétences. Et il y a des compétences qui meurent et il y a des compétences qui naissent. Et on n'est pas compétent à vie. Et j'ai entendu un délégué CGT du livre, qui n'est pas la plus simple à gérer dans une entreprise, nous dire la plus belle vacherie que peut faire une entreprise à un salarié, c'est de ne pas lui dire qu'il est en train de devenir incompétent. Vous savez, les gens qui, petit à petit, glissent vers l'incompétence. Puis la deuxième vacherie, c'est de ne pas lui donner les moyens de le devenir ou de développer ses compétences. Mais cette entreprise avait développé une stratégie avec ses salariés qui était tout à fait étonnante sur ce sujet-là. On voyait sur la carte des compétences de l'entreprise les compétences disparaître et les compétences nouvelles apparaître. Et donc chaque salarié était tout à fait capable de se positionner et d'être co-responsable de son capital de compétences. Où est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Mais comment un salarié peut être co-responsable de ce capital si on ne lui donne pas les moyens de voir ce qui est en train de se passer ? Vous savez, quand j'étais au MEDEF et qu'on était dans des phases de négociation, ma pensée était souvent celle-là. On parle de politique RH dans les entreprises. Et je pensais à toutes ces entreprises qui n'ont pas de DRH, où le patron est saturé et ne met pas en priorité l'homme. Et où, en fin de compte, vous avez des millions de salariés qui sont en jachère professionnelle. Parce qu'eux ne se sentent pas responsables, et dans l'entreprise, peu de gens s'en sentent responsables de ce développement du capital de compétences. Et c'est pour ça que, moi, personnellement, je pense qu'il y aura guère de solutions possibles, tant que les chefs d'entreprise ne seront pas totalement convaincus, mais tant que chaque salarié ne progressera pas face à cette responsabilité de son propre portefeuille de compétences. On avait fait une hypothèse qui était de créer une institution. Et l'idée était plutôt de se débarrasser de la collecte des fonds de la formation et de créer plutôt des agences de conseil des salariés qui étaient en jachère. Nous n'avons jamais réussi à faire bouger le collecteur et donc nous n'avons jamais réussi à la création de ces institutions qui auraient pu aider chaque salarié. Mais donc, si vous voulez, ce schéma-là veut dire que la compétence professionnelle, elle existe dans une entreprise donnée, qu'elle ne s'exporte pas dans une autre entreprise, et que ce qui s'exporte, c'est la qualification. Et vous voyez les échelles qui vont de l'une à l'autre. Il est clair qu'une expérience professionnelle va enrichir la qualification de chaque individu. Mais l'apparition de la compétence professionnelle, la nommer, la décrire, relève de chaque entreprise parce que ça relève de sa propre stratégie. La compétence professionnelle est contextuée et elle est construite dans un travail de collaboration salarié-hiérarchie. Et Francis Maire, Yves en parlaient chacun de leur côté. Il est clair qu'il y a là un changement extrêmement important de l'encadrement intermédiaire. Il devient lui-même responsable de ce travail sur les compétences, de leur description, de leur progression, etc. Donc je voulais vous dire ça parce que c'est le fondamental de notre démarche. Il y a un deuxième fondamental. C'est la logique de poste. Et non, pas tout de suite. C'est la logique de poste et c'est... Enfin, je pense qu'on est un certain nombre à le partager, c'est notre principal obstacle. Vous ne pouvez pas savoir l'air inquiet, apeuré d'un certain nombre de chefs d'entreprise quand on leur dit « mais ça pourrait fonctionner autrement ». Une espèce de panique. Comment ? Chacun n'aura pas sa description précise de poste. Comment c'est possible ? Et là, il y a une vraie peur. Peur face à ce qu'on peut imaginer d'une convention collective quelconque, peur des syndicats, peur, mais tout se déstabilise.
Et vous savez, ce n'est pas totalement idiot. J'étais vaguement au courant des rapports, par exemple, entre la métallurgie, l'UMM et Usinor au moment de la négociation de l'accord ACAP 2000. Ça ne s'est pas fait tout seul. Parce qu'on déstabilise. Mais comment peut-on imaginer augmenter le potentiel de chacun quand on l'enferme dans un poste? Et quand on lui dit, si tu sors de ce poste, tu fous la merde. Comment c'est possible? Pour moi, c'est une incompréhension. Si on ne débloque pas cette idée, cette idée, si vous voulez, que le développement des compétences, c'est simplement permettre à quelqu'un de prendre une surface professionnelle plus importante dans son travail, comment faire si on ne fait pas sauter ce verrou-là? Alors, je vais prendre un exemple, mais ce n'est pas celui que je prends d'habitude. Rassurez-vous, vous n'aurez pas droit à l'hôtel suédois. Là, c'est une petite entreprise du bâtiment. Bien que, il est bien intéressant. Quand vous observez le fonctionnement de certains hôtels français, mais un autre. Petit chef d'entreprise, pas petit, enfin, petite entreprise, 50 salariés dans le bâtiment, région de Poitou-Charentes, et il va succéder à son père. Et il constate un dernier incident dans l'entreprise. Le père va dans une vieille famille qui travaille avec cette entreprise depuis très longtemps. Et la femme lui dit, je voudrais changer mes robinets de radiateur. Je voudrais mettre des vannes thermostatiques. Oh ben madame, il n'y a aucun problème. Vous avez dit radiateur, dit vannes thermostatiques. Je vous fais vite le devis et on vous enverra un compagnon. Il le fait. Et le compagnon arrive, commence à dévisser les installations, les étaient anciennes, et les pas de vis foirent. Pof, rouillés. Il y avait une bonne couche de peinture par-dessus, mais c'était des anciens tuyaux en métal, ça foire. Et du coup, le compagnon, il dit, oui, madame, mon patron, il n'a pas vu, mais c'est impossible. C'est plus changer les 10 vannes, c'est changer tous les tubes de l'installation de chauffage. Donc, il repart dans l'entreprise. Le chef d'entreprise doit revenir faire un devis, etc. Ça prend du temps. La femme est mécontente. La moquette est sale parce qu'il y a eu à ce moment-là une fuite d'eau. Enfin, rien ne va plus. Et je passe ça, je vais vite. Et le fils dit, il ne faut pas que ça se reproduise. Mais comment on fait? Il réunit ses salariés. Et tout le monde constate que, vraisemblablement, le fils fera la même bêtise que le père. Parce qu'ils sont pressés d'aller faire les devis, ils passent chez les clients très vite. Donc, partons du principe que le fils, il ne va pas aller vérifier la qualité des tuyaux. Mais ils se disent, le problème, il se déplace, ça va être le compagnon. Donc, le compagnon arrive, la vanne saute, etc. Et que fait le compagnon? Il dit à la dame, regardez l'état de l'installation, il faut changer les tuyaux. Bon, évidemment, ce n'est pas le même coût, etc. Mais si vous êtes d'accord, je vous refais un devis tout de suite. Il sort son micro-ordinateur, il fait le devis tout de suite. Et puis, madame, si vous êtes d'accord, et le prix est tout à fait... Bon, il négocie. Je peux commencer les réparations. Parce que je vais prévenir mon entreprise de mon retard et j'ai capacité à aller acheter des tuyaux dans le commerce de gros du coin, etc. Il fait la réparation, il rentre dans l'entreprise, il remet le bon de chantier et la facture peut partir tout de suite. Vous allez me dire, mais c'est d'une simplicité, c'est évident. Mais qu'est-ce qui est devenu le compagnon? Il est toujours soudeur, il est devenu négociateur, il est capable de faire un devis et de le négocier, il est acheteur et il a le pouvoir de négocier avec le commerce de gros du coin, et ensuite il transmet immédiatement toutes les données. On a fait sauter la logique de poste. Et on lui a garni son portefeuille de compétences à sa demande de manière relativement considérable par rapport à la situation d'avant. Que dit le chef d'entreprise à la fin? J'ai qu'une emmerde, c'est que tout le monde veut me le piquer. Toutes les entreprises du coin ont bien compris comment ça marchait, on veut me le prendre. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut que je l'augmente. Il disait ça un peu en riant, mais ça veut dire qu'un capital de compétences qui progresse, il faut qu'il soit reconnu. Mais vous voyez à quel point une simple organisation du travail, à la portée de tout le monde, une simple organisation du travail peut changer le travail des gens.
le regard des gens, leur employabilité par rapport au marché du travail. Ça va? Mais on n'aurait pas changé la logique de poste. Il restait compagnon soudeur. Alors, c'est bien sûr pas le cas dans vos entreprises ou dans vos services publics. Mais écoutez, faites en sorte que ce soit autrement à ce moment-là, ailleurs. Mais on nous a souvent reproché ça. Mais votre truc, là, ça ne tient pas compte du reste. Vous êtes dans un environnement qui est donné par le droit du travail, etc. Et bon, quelle influence vous pouvez avoir là-dessus? Et c'est vrai que la France a une espèce de... Serge Soudoplatov, tout le monde le disait, Francis l'a dit aussi, on a une espèce de chape au-dessus de nous, dont on a beaucoup de mal à sortir. Cette chape, c'est le poids des diplômes, c'est le poids quelque part d'une espèce d'inégalité sociale qui se confirme, parce que l'origine sociale est encore plus importante aujourd'hui dans l'échec ou la réussite scolaire qu'avant, etc., etc. C'est le poids des conventions collectives, ou de l'idée qu'on se fait des conventions collectives. C'est une formation continue qui oublie, alors qu'elle était faite pour ça, les moins qualifiés. C'est le chômage des seniors à 50-55 ans parce qu'on n'a pas pensé entretenir leur portefeuille de compétences et qu'on met dehors. C'est les jeunes qui n'arrivent pas à rentrer en entreprise. Dans les pays développés, savez-vous que la France a le chômage des jeunes record et la durée des études record. Il n'y a pas un paradoxe là? On a les études les plus longues et le chômage des jeunes le plus long. Il y a un problème. Il est quelque part. Il y a un problème, comme disait Yves, etc., etc. Donc, une espèce de dogme, mais vous sentez bien que tous ces dogmes, que ce soit l'éducation nationale, la formation professionnelle, etc., essayez toujours de la réformer. On a essayé, on l'a payé, c'est extrêmement difficile.